Bonjour, bienvenue à Focus, l'infolette de la Société Santé en français. Puis merci d'être avec nous pour cette édition du mois de décembre 2020. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, on va parler ce mois-ci de santé sexuelle et d'infections transmises sexuellement. D'ailleurs, après cette introduction, vous pouvez trouver une entrevue avec le docteur Régent Thomas, président directeur général et fondateur de la clinique médicale L'Actuelle, un centre de santé sexuelle basé à Montréal. Merci, docteur Thomas, d'avoir parlé à l'équipe de la SSF ce mois-ci. Évidemment, pendant la COVID, on parle beaucoup de santé mentale, mais c'est important de ne pas baisser les bras par rapport à d'autres enjeux de santé, dont la santé sexuelle et les infections transmises sexuellement. Sur le portail savoirsanté.ca, la plateforme en ligne de connaissance de la Société Santé en français, vous allez d'ailleurs trouver toute une série d'informations sur ce sujet-là. Et je vous invite d'ailleurs à contacter les 16 réseaux de santé en français pour avoir de l'information locale à votre région. Donc, merci de nous suivre. Merci de suivre l'infolette Focus. Si vous avez des questions pour nous, notre contact est en bas de la page. N'hésitez pas à vous en servir. Puis, je vous invite évidemment à nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même YouTube. Donc, merci. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre en santé et en français. Merci beaucoup. Alors, mon nom est Régent Thomas ou Régent Thomas parce que je suis acadien. Je viens de la région de Tracadie. J'ai fait mes études à Québec et quand j'ai gradué en 1979, évidemment, il n'y avait pas de sida. J'ai eu mon premier patient atteint du sida sans savoir qu'il avait le sida en 1982. C'était un jeune danseur de ballet qui est arrivé. Je travaillais dans une clinique dans l'ouest de Montréal et dans le sud-ouest et qui m'a dit « Je crois avoir la maladie des Américains ». Alors, c'est un peu comme ça que le sida est entré dans ma vie professionnelle. Et 2 ans plus tard, j'ouvrais une clinique dans ce qui allait devenir le village gay de Montréal, mais qui ne l'était pas à l'époque, qui était, disons, plus l'est de Montréal, centre-ville-est, au coin de Amherst et Sainte-Catherine, qui devenait la première clinique ITS au Canada. Et à l'époque, le sida, on en parlait peu, c'était le début. Mais rapidement, comme on était situé dans ce qui allait devenir le village gay de Montréal, rapidement, on s'est mis à avoir des cas, des sarcomes de Kaposi, des cancers, des pneumonies. Et à l'époque, il n'y avait à peu près pas de tests. Rappelons-nous que les premiers tests sont arrivés à peu près en 85 et on ne savait pas trop comment les utiliser non plus. Donc, les gens, quand ils venaient nous voir, étaient très, très malades. Et entre 90 et 96, le sida était la principale cause de mortalité chez les hommes au centre-ville de Montréal. Donc, rapidement, on a eu une clientèle d'hommes gays, mais aussi, comme on était un peu spécialisé en santé sexuelle et ITS, je dirais de ce qu'on appelait les 4 H à l'époque, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens. C'est comme ça qu'on appelait la maladie. Elle a porté bien d'autres noms, la peste gay, le cancer gay, etc. Mais rapidement, on est devenu un centre d'expertise en sida et les premiers traitements ont commencé au début des années 90, mais les traitements n'étaient pas très efficaces. C'est vraiment en 1996 où la trithérapie est arrivée et là, on a vu une baisse de mortalité de plus de 80% de nos cas. Et tranquillement, malheureusement, ces premiers traitements-là avaient énormément d'effets secondaires, beaucoup d'abandon, près de 25% des patients abandonnaient leur traitement, jusqu'à aujourd'hui où on a des traitements avec peu d'effets secondaires, des traitements, des trithérapies à 1 comprimé par jour et l'espérance de vie s'est presque améliorée. Évidemment, je parle de ça, on parle de ça dans les pays riches. Dans les pays pauvres, il y a encore 40% des gens qui n'ont pas accès à la cryothérapie. Donc, il y a encore, vous savez, il y a encore 60 000 personnes de gens, 50-60 000 personnes qui meurent dans le monde du sida chaque mois, près de 700 000 en moyenne chaque année. Donc, il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida. 40 ans plus tard, il n'y a toujours pas de traitement curatif, mais on a quand même des bons traitements avec, je peux dire évidemment, qui donnent beaucoup d'espoir. La recherche continue. Il y a des traitements, il y a un traitement qui vient d'être accepté, qui est une injection aux 2 mois. On est en train d'étudier des traitements qui seraient une injection aux 6 mois.
Donc, les avancées continuent et ça, c'est intéressant. La recherche continue d'avancer. Évidemment, pour les patients, le VIH est toujours très stigmatisé. Les patients aimeraient beaucoup guérir du sida à cause de ça, à cause de la stigmatisation. Je dirais qu'on a fait beaucoup d'avancées au niveau de la science fondamentale, au niveau des traitements, au niveau de la recherche. Et malheureusement, où il y a moins d'avancées, c'est au niveau de la stigmatisation des malades. Ce qui fait qu'au Canada, il y a entre 15 et 20 % des gens qui ont le VIH et qui ne le savent pas. Je pense que c'est en partie relié à la stigmatisation aussi. C'est qu'il y a une augmentation massive des ITS depuis une dizaine d'années. Principalement gonorrhée, chlamydia, syphilis, lymphogranulome vénérien et le VIH. Le VIH stabilise plus ou moins pour deux raisons particulières. Quand on traite les patients atteints du VIH, ils deviennent non infectieux. Donc, ils ne peuvent plus le transmettre. D'où l'idée, quand on dit qu'il y a 15 à 20 % des gens au Canada, 15 à 20 % des gens infectés du VIH au Canada qui ne le savent pas, mais là, c'est très grave parce qu'ils peuvent transmettre le VIH sans le savoir. Et vous avez entendu parler de Montréal sans sida ou des villes sans sida de l'organisation de l'ONU-SIDA. On parle de 3 fois 90, 90, 90, 90. C'est-à-dire qu'il faudrait que 90 % de la population soit identifiée, celles qui ont le VIH. 90 % de ces gens-là sont sous trithérapie et 90 % ont une charge virale indétectable. Et idéalement, ça devrait être 95 %. Mais on n'est même pas, en tout cas à Montréal, on n'est pas à 90 3 fois. Donc, vous voyez, même dans les pays riches, on n'arrive pas à cet objectif-là. L'autre différence qui peut limiter aussi, avoir un contrôle important sur le sida, c'est qu'il y a un traitement préventif maintenant. Donc, des gens qui font partie de clientèle à risque très élevé d'avoir le VIH, mettons, je vous parle de jeunes ou moins jeunes hommes gays qui ont de multiples partenaires, ils se protègent plus ou moins, mais ça peut être d'autres clientèles aussi. On peut donner un traitement, un comprimé une fois par jour, et l'efficacité de ça, ou il y a deux façons, un comprimé une fois par jour, ou 2 comprimés avant une relation sexuelle et un comprimé pendant 2 jours. Et ça donne des taux d'efficacité de 92 à 99 % de protection contre le VIH. Donc ça, c'est un outil extrêmement important qui est peu connu, qui est plus utilisé dans les grandes villes, évidemment, Montréal, Toronto, Vancouver. À Vancouver, le traitement est gratuit. À Montréal, au Québec, le traitement est remboursé par la RAMQ. Donc, il donne évidemment accessibilité beaucoup plus facilement. Et il y a des provinces où il n'est pas remboursé, donc je ne connais pas lesquelles. Donc, il est remboursé comme le système de santé est provincial, ça dépend des provinces. Ça protège du VIH, mais évidemment, ça ne protège pas des ITS. Les ITS ont tout augmenté depuis une dizaine d'années chez les jeunes hommes, chez les jeunes femmes, particulièrement de 18 à 25 ans, chez les homosexuels, chez les hétérosexuels. Donc, de façon extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple au Québec. Au Québec, il y avait 3 cas de syphilis pour tout le Québec en 1998. Maintenant, au Québec, il y a au moins 1000 cas de syphilis par an. Il y a des enfants qui sont nés avec la syphilis au Québec. Il y a au moins un enfant qui est décédé, je pense, sinon plus. Donc, on voit qu'on a certains gains face à la lutte au VIH et que c'est beaucoup plus difficile face à la lutte aux ITS, parce que les ITS ont quand même des conséquences graves. Une chlamydia, ça peut causer une salpingite chez une femme, donc une infertilité, des douleurs chroniques, une gonorrhée, la même chose. La syphilis peut avoir des conséquences graves. On l'a dit, des femmes enceintes peuvent avoir des enfants avec des complications très graves. Nous avons noté à l'actuel, donc on est en plein centre-ville de Montréal, une augmentation des ITS très importante cette année par rapport à l'an passé.
Même la syphilis. On traite presque le double cas de syphilis cette année que l'an passé. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que ça n'a pas cessé durant les mois particulièrement de confinement mars, avril, mai. On a eu plus d'ITS que l'an dernier en pleine période de COVID et ça continue. Donc, comment expliquer ça? Je ne sais pas, j'ai des idées, mais personne, je pense, le sait. En période, les jeunes sont ont pas très peur de la COVID, donc ils n'ont pas nécessairement diminué leur contact, ou ils ne l'avaient pas, en tout cas, à l'époque. Beaucoup de monde à la maison, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, beaucoup de chances d'avoir des contacts sexuels pour une certaine partie de la population. Et ce qui est le plus terrible dans tout ça, c'est que beaucoup de centres de prévention ont fermé au Québec pendant de nombreux mois et encore aujourd'hui, beaucoup de centres sont fermés. Donc, ce qui risque d'avoir des conséquences assez graves sur la santé sexuelle des gens, parce que la plupart des ITS sont asymptomatiques, donc ils n'ont pas de symptômes. Donc, il faut vraiment passer des tests de dépistage pour savoir si une personne est à risque, savoir si elle a été infectée. C'est très préoccupant, l'impact du COVID. Il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, qui avaient des assurances privées qui n'en ont plus. On voit que beaucoup de gens ont arrêté le traitement préventif pour des raisons financières. On est très inquiet que des gens arrêtent leur trithérapie pour des raisons financières. C'est sûr qu'on est quand même dans un pays où on a une relative bonne assurance, couverture d'assurance médicaments. Malgré tout, même si c'est des petits montants, parce que les traitements n'est pas payé à 100%, même si c'est des petits montants, parfois c'est des petits montants de 100 200 ben pour une personne qui est fragilisée financièrement, les gens vont parfois arrêter leur traitement pendant un ou quelques mois avec tous les risques que ça implique, incluant de causer des virus résistants.